Ma petite amie a commenté la publication d'un autre homme, tu me manques tellement, avec un emoji au visage qui pleure à chaudes larmes, alors qu'elle était assise à côté de moi. Je n'ai rien dit. J'ai juste aimé son commentaire et je suis sorti doucement. Elle n'a rien remarqué jusqu'à ce qu'elle vérifie son téléphone. Tu rends toujours tout plus petit que ça ne l'est. Elle m'a dit cela une fois, après environ 8 mois de relation, lors d'une dispute à propos de quelque chose dont je ne me souviens même plus aujourd'hui. Je me souviens cependant du ton de sa voix quand elle l'a dit. Calme, presque ennuyée, comme si elle attendait d'utiliser cette phrase depuis un moment. Je me souviens d'être resté là, dans la cuisine, tenant un torchon, complètement figé. Et je me souviens avoir pensé, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je rends les choses plus petites. Peut-être que je réfléchis trop, que je réagis de manière excessive, que je ressens trop intensément des choses qui ne méritent pas autant de place en moi. Alors, je suis devenu silencieux. J'ai plié le torchon, je l'ai posé sur le comptoir, et j'ai dit, tu as probablement raison. C'est devenu une habitude, pas seulement avec elle, mais avec moi-même. J'ai commencé à réduire les choses, à comprimer mes sentiments jusqu'à ce qu'ils soient assez petits pour vivre avec. Un nœud serré quelque part derrière mes côtes que je pouvais la plupart du temps ignorer si je restais assez occupé. Et pendant un temps, cela a fonctionné. Jusqu'à la nuit où je les regardais taper les mots qui ont brisé quelque chose que je ne savais même pas être encore intact. J'ai 27 ans. Léa a 25 ans. Nous étions ensemble depuis 14 mois quand cela s'est produit. Pas de passé dramatique au préalable. Pas d'histoire d'infidélité. Pas de signaux d'alarme clignotant au néon. Juste deux personnes qui sont allées trop vite, qui ont trop supposé, et qui ont cessé de se voir véritablement aux alentours du 7e mois. C'est tout le contexte dont vous avez besoin pour le moment. Le reste viendra. C'était un mercredi soir d'octobre. Une de ces nuits froides et immobiles où tout à l'extérieur semble déjà endormi et où la seule chaleur au monde se trouve à l'intérieur, exactement là où vous êtes. Nous étions sur le canapé ensemble, sans nous toucher. Nous avions lentement migré vers nos propres coins de ce canapé au cours des derniers mois sans que l'un ou l'autre ne l'admette, mais ensemble dans la même pièce, le même espace, ce qui semblait suffisant à l'époque. J'avais allumé la télévision, un documentaire sur les créatures des grands fonds marins, que je regardais à moitié depuis 20 minutes. Léa avait son téléphone à la main, faisant défiler l'écran. Elle faisait cela constamment, et j'avais depuis longtemps cessé de demander ce qu'elle regardait. Pas par indifférence, par épuisement. Car chaque fois que je le demandais, soit elle baissait l'écran avec désinvolture et ne disait rien, soit elle me montrait quelque chose de complètement inoffensif, et je me sentais stupide de m'être posé la question. Alors, j'ai arrêté de demander. J'ai regardé une méduse bioluminescente palpiter au ralenti sur l'écran. J'ai bu une gorgée de mon thé. J'existais. Et puis je l'ai entendu. Pas un son, mais un changement. Ce silence particulier qui se produit lorsque quelqu'un à côté de vous arrête de faire défiler l'écran et commence à taper. Les petits tapotements rythmiques des ongles sur le verre. Je n'ai pas regardé tout de suite. Je me suis dit que je regardais le documentaire. Mais le truc, quand on est dans une relation qui s'effondre silencieusement, c'est que vos sens commencent à capter des signaux que votre cerveau fait semblant de ne pas remarquer. Vous entendez tout. Vous devenez simplement très doué pour agir comme si ce n'était pas le cas. J'ai gardé les yeux sur la télévision pendant encore quelques secondes. Puis lentement, naturellement, comme si j'ajustais simplement ma position sur le coussin, je me suis légèrement décalé, juste assez, et j'ai vu son écran. Elle était sur Instagram. Cette partie n'était pas surprenante. Elle vivait sur Instagram, avait environ 4000 abonnés, publiait des photos esthétiques de tasses de café et de couchers de soleil, ainsi que de sa bibliothèque parfaitement rangée. Ce qui m'a arrêté n'était pas l'application. C'était la publication qu'elle regardait. Un type nommé Tyler. Sa photo de profil, un type dont je savais vaguement qu'il existait depuis un fil de commentaires que j'avais vu des mois auparavant. Quelqu'un qu'elle avait mentionné une fois comme étant juste un vieil ami d'université, était en haut de l'écran. La publication elle-même était une photo, une plage, une lumière chaude, une fin d'après-midi, le genre d'image qui semble naturelle, mais qui a probablement nécessité 47 essais. Il était dessus, à moitié détourné de l'appareil photo, regardant l'eau. Et dans la section des commentaires, tout en haut, fraîchement tapé, Léa, cela m'a tellement manqué. Je l'ai lu 2 fois.
Mon cerveau m'a en fait obligé à le lire 2 fois comme s'il avait besoin de vérifier ce que mes yeux rapportaient. Cela m'a tellement manqué avec l'émoji au visage qui pleure, tapé alors qu'elle était assise à 3 pieds de moi, alors que j'étais juste là, alors que nous étions censés passer une soirée tranquille ensemble. Voici ce que j'ai ressenti à ce moment précis. Rien. Pas de colère, pas de trahison, pas la bouffée de jalousie brûlante à laquelle j'aurais pu m'attendre. Juste rien. Comme un disjoncteur qui saute. Tout devenait complètement et étrangement silencieux à l'intérieur. Et dans ce silence, une pensée est arrivée, aussi claire qu'un gros titre. Il lui manque quelque chose qu'elle sent ne pas pouvoir te dire. Il lui manque quelque chose qu'elle ne sait même pas qu'elle te montre. Elle a tapé cela alors que tu étais assis juste là. Ce n'est pas de l'insouciance. C'est à ce point que tu es devenu invisible pour elle. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait de bruit. Je ne suis pas retourné de mon côté du canapé de manière dramatique. J'ai juste regardé l'écran une seconde de plus. Ensuite, j'ai pris mon propre téléphone, j'ai ouvert Instagram, j'ai trouvé la publication de Tyler, j'ai trouvé le commentaire de Léa, et je l'ai aimé. Son commentaire, le commentaire de ma petite amie sur la photo de plage d'un autre homme. J'ai tapoté 2 fois sur ce petit cœur jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Et puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la coudoir et je me suis levé lentement, sans urgence, comme si j'allais simplement chercher un verre d'eau ou utiliser les toilettes. J'ai marché jusqu'au couloir, j'ai enfilé mes chaussures, je ne les ai pas attachées complètement, juste assez. J'ai pris ma veste sur le crochet près de la porte, et je suis sorti. J'ai refermé la porte derrière moi, doucement. Pas de claquement, pas de force, juste un léger clic. Le genre de son qu'une porte fait quand quelqu'un la ferme avec intention, mais n'a besoin de personne pour l'entendre. Elle n'a rien remarqué. Je savais qu'elle ne le ferait pas. Pas immédiatement. Quand quelqu'un est à ce point absorbé par son téléphone, dans son propre monde, ses propres sentiments, sa propre nostalgie tapée en 7 mots et un emoji qui pleure, la présence physique à côté de lui devient un meuble. J'étais un meuble cette nuit-là, et un meuble ne part pas, jusqu'à ce qu'il le fasse. J'ai marché pendant 3 pâtés de maison dans le froid sans savoir où j'allais. Mes chaussures étaient à moitié attachées et ma veste était dézippée, et l'air était de ce genre tranchant d'octobre qui transperce tout ce que vous portez. Je m'en fichais. Je me suis assis sur un banc à l'extérieur d'un café fermé. Un petit auvent au-dessus de moi protégeait mon visage du vent. Je me suis assis là et j'ai inspiré et expiré lentement comme si je comptais quelque chose. Mon téléphone a vibré une fois dans la poche de ma veste. Je ne l'ai pas vérifié. J'ai plutôt regardé la rue. Un taxi est passé, ses phares balayant la chaussée mouillée. Quelque part à proximité, un chien a aboyé 2 fois, puis s'est tu. Le monde continuait simplement. C'est ce qui caractérise ces moments. Ce qui semble énorme et bouleversant dans votre poitrine. Le monde extérieur continue simplement d'avancer. Le taxi ne ralentit pas. Le chien ne sait pas. La nuit d'octobre ne fait pas de pause pour reconnaître que quelque chose vient de se terminer pour vous. Elle continue juste d'être le mois d'octobre. Mon téléphone a vibré à nouveau, puis 2 fois de plus en succession rapide. Puis il a sonné. J'ai regardé l'écran. Léa. J'ai fixé son nom pendant 5 sonneries complètes. Puis j'ai refusé l'appel et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Je n'étais pas prêt à avoir cette conversation, principalement parce que je ne savais pas encore ce que cette conversation était censée être. Étais-je en colère? Étais-je blessé? Cherchais-je une explication qui donnerait un sens à tout cela? Je suis resté assis avec ces questions sur ce banc pendant un long moment. Et la réponse qui continuait de faire surface sous tout ce bruit était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'étais pas en colère. J'étais soulagé. Cela m'a effrayé plus que le commentaire lui-même. Quand le soulagement est la chose que vous ressentez lorsque votre relation se fissure, cela signifie que vous saviez déjà que quelque chose était brisé. Vous étiez simplement le seul à encore maintenir les morceaux en place. Je repensais à la dernière fois où je m'étais senti sincèrement heureux avec Léa. Pas à l'aise, pas bien, pas reconnaissant d'avoir quelqu'un, vraiment heureux. Je devais remonter 6 ou 7 mois en arrière pour la trouver. Un samedi matin à la fin du printemps. Nous nous étions réveillés avant nos alarmes, ce qui n'arrivait presque jamais. Et elle avait préparé le café avant même que je ne sorte du lit.
Et nous nous étions assis sur le petit balcon de notre appartement en pyjama, sans dire grand-chose, regardant simplement le quartier se réveiller. C'était bien. C'était vrai. Cette version de nous me manquait. Mais je savais aussi que cette version s'estompait bien avant ce soir. Ce soir a simplement rendu impossible de faire semblant du contraire. Je me suis levé du banc et j'ai recommencé à marcher. Pas de destination, juste du mouvement. Je suis passé devant la rangée de restaurants qui resterait ouvert encore 1 heure, devant le pressing à l'enseigne clignotante, devant le petit parc où un couple promenait un chien en laisse qui n'arrêtait pas de s'emmêler autour de leurs jambes. Ils en riaient. Je les ai regardés pendant 1 seconde. Ce rire facile entre 2 personnes qui en sont encore au stade où tout est amusant. J'ai continué à marcher. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message texte cette fois. Je l'ai vérifié au passage piéton suivant, debout sous le lampadaire orange. Léa, où es-tu? Puis 30 secondes plus tard, Léa, j'ai vu la notification. J'ai fixé ce deuxième message pendant un long moment. 5 mots, j'ai vu la notification. Le j'aime, mon j'aime sur son commentaire. C'est à ce moment-là qu'elle a remarqué que j'étais parti. Pas quand le canapé a semblé vide. Pas quand elle a levé les yeux de son téléphone. Pas quand l'appartement est devenu silencieux. Quand elle a reçu la notification, quand son téléphone lui a dit que son petit ami avait aimé son commentaire sur la publication d'un autre homme. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que quelque chose était différent. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Le feu a changé. J'ai traversé. J'ai fini par atterrir chez mon ami Ben. Ben et moi étions amis depuis l'université. Le genre d'amitié où vous pouvez vous présenter à 10h30 un mercredi sans appeler au préalable, et la porte s'ouvrira quand même. Il l'a ouverte en chaussettes et dans un sweat à capuche délavée, a jeté un regard sur mon visage et s'est écarté. Du thé ou quelque chose de plus fort? Du thé, ai-je dit. Il a hoché la tête. Pas de question pour le moment. Il comprenait l'ordre des choses. D'abord on prend le thé, ensuite on parle. Je me suis assis au comptoir de sa cuisine pendant qu'il mettait la bouilloire à chauffer. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il se déplaçait simplement dans sa cuisine de cette manière confortable et sans hâte que les gens ont lorsqu'ils donnent à quelqu'un d'autre de l'espace pour respirer. Je l'ai apprécié plus que je n'aurais pu l'exprimer à ce moment-là. Après un moment, j'ai dit, elle a commenté la photo d'un type alors qu'elle était assise à côté de moi. Il s'est retourné. Quel genre de commentaire? Cela m'a tellement manqué, avec l'emoji qui pleure. Ben est resté silencieux 1 seconde. Puis il a dit, tu es sûr que ce n'était pas quelque chose d'innocent, comme si la plage lui manquait ou quelque chose du genre? Elle est allée sur cette plage avec lui, ai-je dit. Comment le sais-tu? Parce que j'ai vu une photo où elle a été identifiée il y a 3 ans sur cette même plage. Un autre silence. Tu savais que ce type existait? Vaguement. Elle l'a mentionné une fois, a dit que c'était un ami d'université. Ben a posé 2 tasses sur le comptoir. Et ce soir, c'est la première fois que cela arrive. La première chose qui a semblé vraiment anormale? J'ai commencé à dire oui. Puis je me suis arrêté, car la réponse honnête était non. Et je pense que Ben a pu s'en rendre compte, car il a simplement attendu. Voici la partie que je n'avais dite à personne. Il y a 4 mois, j'ai trouvé une conversation sur son téléphone. Pas en fouinant. Nous partagions un taxi pour rentrer de la réception de mariage d'un ami. Tous les deux un peu fatigués, et son téléphone était sur mes genoux parce que son sac était plein et que ses mains étaient occupées. Un message était arrivé. J'avais jeté un coup d'œil à l'écran, par pur réflexe comme on le fait, et j'avais vu un nom, Tyler. Et l'aperçu du message, je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit la semaine dernière. Le penses-tu toujours? J'avais posé le téléphone face vers le bas sur mon genou. Je n'avais rien dit dans le taxi. Nous étions rentrés à la maison. Elle avait repris son téléphone, et j'avais regardé son écran s'allumer dans sa main, et j'avais regardé son expression faire quelque chose de compliqué et de rapide avant qu'elle ne le range. Je n'avais rien dit non plus à ce moment-là, parce que j'avais peur de ce qu'elle pourrait répondre. Peur que poser la question rende la réponse plus réelle que ce que j'étais prêt à gérer. Alors je l'avais plié en tout petit, je l'avais mise au même endroit où je mets tout ce qui est trop inconfortable pour s'y attarder. Et je l'avais laissé là pendant 4 mois.
j'ai raconté cela à Ben, tout cela, le taxi, l'aperçu du message, les 4 mois à faire semblant de ne pas l'avoir vu. Et ce soir, le commentaire, le j'aime, la sortie silencieuse. Ben a écouté tout cela sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Tu as aimé son commentaire ?» « Oui. » « Et ensuite tu es juste parti sans rien dire. » « Oui. » Il a expiré lentement par le nez. « C'est un genre de silence très spécifique, a-t-il dit. »« Je sais. »« Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» C'était la question à laquelle je n'avais pas encore de réponse. Que faites-vous quand vous avez ravalé des choses pendant 4 mois et que ce ravalement s'arrête enfin? Que faites-vous quand vous n'êtes pas en colère? Quand la colère s'est dissoute en quelque chose de plus lourd et de plus lent, qui ressemble plus à du chagrin qu'à de la rage? Que faites-vous quand vous réalisez que la conversation que vous auriez dû avoir il y a des mois a accumulé des intérêts pendant tout ce temps, et que la facture est maintenant énorme? Je ne sais pas encore, lui ai-je dit. Il a hoché la tête comme si c'était la bonne réponse. Tu n'es pas obligé de savoir ce soir, a-t-il dit. Elle t'envoie encore des messages. Tu n'es pas obligé de répondre ce soir non plus. J'ai tenu la tasse à 2 mains. La chaleur semblait être la seule chose solide. Elle a dit qu'elle avait vu la notification. Je m'en doutais. À ton avis, à quoi pense-t-elle en ce moment? Ben a réfléchi à cela. Probablement au fait que tu sais, a-t-il dit. Et probablement qu'elle a des explications à donner, et probablement a un peu de panique. Oui. Mérite-t-elle la panique? J'y ai pensé pendant un long moment. Elle mérite une conversation honnête, ai-je fini par dire, ce qui est probablement plus effrayant. J'ai dormi sur le canapé de Ben cette nuit-là. Il m'a donné une couverture et a légèrement augmenté le chauffage, et ne m'a pas obligé à parler plus que je ne le voulais. Je suis resté allongé là dans l'obscurité, écoutant l'appartement s'apaiser autour de moi. Dehors, la ville faisait sa petite vie nocturne tranquille. Une sirène quelque part au loin, le bourdonnement sourd de quelque chose, la voiture occasionnelle. Je repensais à Léa. Pas la Léa de ce soir. La Léa de ce samedi matin de printemps. Du café dans les mains, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Un genou ramené contre sa poitrine alors qu'elle regardait 2 pigeons se disputer à propos de quelque chose sur la rambarde de l'autre côté de la rue. Elle avait ri de ces pigeons. Le genre de rire qui est complètement sans défense. Je l'avais aimé à ce moment-là. J'en étais sûr. La question avec laquelle je suis resté allongé là, dans l'obscurité du salon de Ben, était de savoir si le fait que l'amour ait été réel une fois est suffisant. Si quelque chose d'authentique dans le passé justifie de faire semblant que cela l'est encore aujourd'hui. Si la loyauté envers ce que quelque chose a été est la même chose que la loyauté envers ce que c'est réellement. Je ne suis parvenu à aucune réponse claire, mais vers 1.00 du matin, je suis parvenu à quelque chose qui ressemblait à de la clarté, pas une résolution, juste de la clarté. Je savais ce que je devais faire, et je savais que j'aurais dû le faire depuis des mois. Et je savais que la seule raison pour laquelle je ne l'avais pas fait, c'était parce que je m'étais fait tout petit, très silencieux, très doué pour plier les choses et les ranger quelque part à l'abri des regards. La même chose qu'elle m'avait reproché de faire. Rendre les choses plus petites qu'elles ne le sont. Elle avait raison sur ce point. Elle l'avait juste pris à l'envers. Je ne rendais pas les choses plus petites qu'elles ne l'étaient. Je me rendais plus petit que je ne l'étais. Et j'en avais fini avec ça. Je suis rentré à l'appartement vers 10h le lendemain matin. Je lui avais envoyé un seul message texte avant de quitter la maison de Ben. Je rentre vers 10h. Nous devons parler. Elle avait répondu immédiatement. D'accord, je suis là. 4 mots, pas d'émoji, pas de point d'interrogation, pas de point d'exclamation défensif, juste d'accord, je suis là. Cela m'en disait long. J'ai pris l'ascenseur et j'ai déverrouillé la porte, et elle était assise à la table de la cuisine, pas sur le canapé avec son téléphone. À la table, les 2 mains enroulées autour d'une tasse. Elle avait pleuré. Ses yeux avaient cet aspect gonflé particulier qui ne disparaît pas avant des heures, et son mascara de la veille était légèrement bavé sous son œil gauche. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Elle n'a rien dit. J'ai accroché ma veste, je me suis assis en face d'elle. Nous nous sommes regardés pendant un moment, puis elle a dit, « Je suis désolé. » Juste comme ça. Immédiatement.
Pas de préambule, pas de préparation, pas d'explication d'abord. Juste je suis désolé. J'ai hoché la tête lentement. De quoi es-tu désolé, ai-je demandé. Pas cruellement, sincèrement, parce que j'avais besoin de savoir ce pourquoi elle pensait s'excuser. Était-ce le commentaire? Était-ce Tyler? Était-ce 4 mois de quelque chose que j'avais eu trop peur de nommer? Elle a baissé les yeux vers sa tasse. D'avoir été négligente, a-t-elle dit, de t'avoir fait sentir que tu n'étais pas là. J'ai laissé cela reposer un instant. Il y a plus que la nuit dernière, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle le savait déjà. Je sais, a-t-elle dit doucement. Il y a 4 mois, ai-je dit, dans le taxi au retour du mariage des Henderson. Son visage a changé très légèrement. Une petite contraction autour des yeux. Tu as vu le message. J'ai vu l'aperçu. Elle a fermé les yeux une seconde. Quand elle les a rouverts, elle ressemblait à quelqu'un qui avait porté quelque chose de très lourd et qui venait de le poser. Pas avec soulagement, mais avec épuisement. J'attendais toujours que tu dises quelque chose, a-t-elle dit. J'attendais toujours qu'il n'y ait rien à dire. Nous sommes restés là-dessus. 2 personnes qui avaient tous deux attendu que l'autre soit celle qui commence, et aucun de nous ne l'avait fait pendant 4 mois. Parle-moi de Tyler, ai-je dit. Elle a pris une inspiration. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 2 mois à l'université, a-t-elle dit. Avant que je n'obtienne mon diplôme. Ce n'était pas sérieux, ou ce n'était pas censé l'être. Nous avions juste cette connexion qui était difficile à expliquer. Quand ça s'est terminé, ça s'est bien terminé. Pas de drame. Mais, elle a fait une pause, mais nous sommes restés en contact de temps en temps. Rien d'inapproprié, juste des nouvelles. Comment vas-tu? Voici où j'en suis. Voici ce que je fais. Et récemment, une autre pause, plus longue cette fois, il y a quelques mois, il m'a contacté et m'a dit qu'il traversait une période difficile. Une rupture. Il luttait. Et elle s'est arrêtée, j'étais là pour lui d'une manière qui a probablement franchi une limite. Elle l'a dit soigneusement, délibérément. Pas physiquement. Nous n'habitons même pas près l'un de l'autre. Mais émotionnellement. Les conversations sont devenues plus fréquentes, plus personnelles, et j'ai dit certaines choses que je n'aurais pas dû dire. Quel genre de choses? Elle m'a regardé. Que la personne que j'étais quand j'étais avec lui me manquait parfois. Pas lui spécifiquement, juste celle que j'étais alors. Avant de m'engager dans quelque chose de sérieux. J'ai senti cela atterrir quelque part dans ma poitrine. Avant de m'engager dans quelque chose de sérieux, avant nous. Lui as-tu dit que tu étais malheureuse avec moi? Elle a secoué la tête. Pas directement, mais je pense que l'implication y était. Et je l'ai laissée là sans la corriger. J'ai hoché la tête lentement, absorbant l'information. C'est de cela qu'il s'agissait dans le message du taxi. Ce que tu avais dit. Oui. Et le commentaire d'hier soir? Elle a baissé les yeux à nouveau. Je ne réfléchissais pas, a-t-elle dit. Je n'ai même pas pensé au fait que tu étais juste là. J'ai juste fait défiler sa photo, j'ai ressenti quelque chose et je l'ai tapé sans penser à toi du tout. Ce n'était pas une accusation. C'était juste la vérité de ce qui s'était passé, et elle n'a pas essayé de la contester. Sans penser à toi du tout. Elle l'a confirmé. L'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, était plus que ce à quoi je m'attendais. Plus que ce qu'aurait offert la version de Léa que j'avais construite dans ma tête au cours de l'année écoulée, celle que j'avais toujours un peu peur de décevoir. C'était comme si j'avais affaire à une personne différente, ou peut-être la même personne sans la mise en scène. Puis-je te demander quelque chose, ai-je dit. Oui. Pourquoi m'as-tu dit que je rendais les choses plus petites qu'elles ne l'étaient? Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'attendait pas à ce que cette question fasse surface ici. Cette dispute dans la cuisine. Oui. Elle est restée silencieuse un moment. Parce que j'étais frustrée, a-t-elle dit. Et je pense que j'avais besoin que tu ripostes davantage. J'attendais toujours que tu te mettes en colère, que tu exiges plus, que tu dises clairement que tu n'étais pas d'accord avec les choses. Et tu ne l'as jamais fait. Tu as juste absorbé. Et cela m'a donné l'impression que rien de tout cela n'avait d'importance. Rien de quoi n'avait d'importance? Ce que je faisais, ce que je disais,
la direction que prenaient les choses. Elle a fait une pause. Quand quelqu'un continue de vous pardonner sans jamais vous faire sentir le poids de ce pourquoi on vous pardonne, cela commence à ressembler à une permission. Je l'ai regardée fixement parce qu'elle venait de décrire en 2 phrases ce que j'avais mal fait. Pas trop sensible, pas trop. Le contraire. J'avais été tellement déterminé à ne pas être difficile, à ne pas être dramatique, à ne pas rendre les choses plus grandes qu'elles ne l'étaient. Ces mots absorbés et intériorisés, selon lesquels je m'étais fait disparaître. Et quand vous disparaissez progressivement, silencieusement, la personne à côté de vous cesse de tenir compte de vous, pas parce qu'elle cesse de s'en soucier, mais parce que vous lui avez appris que vous ne prenez pas de place. J'ai vu ton commentaire, ai-je dit. Et mon premier instinct n'a pas été de t'affronter. Je sais. Mon premier instinct a été de l'aimer et de partir sans que tu t'en rendes compte. Je sais. Pourquoi penses-tu que c'est le cas? Elle m'a regardé fixement. Parce que quelque part en cours de route, tu as décidé que tes sentiments ne valaient pas une scène, a-t-elle dit. Et je pense que je t'ai aidé à décider cela. C'était là. La chose la plus vraie que l'un ou l'autre ait dite depuis que j'avais repassé la porte. Nous avions construit une dynamique, nous deux ensemble de manière égale, où elle avait le droit de tout ressentir bruyamment, et où je devais ne rien ressentir silencieusement. Où ses émotions étaient traitées comme des événements et les miennes comme des inconvénients, pas par malice, mais par habitude, à partir de schémas qu'aucun de nous n'avait examinés jusqu'à ce qu'ils soient trop profonds pour être ignorés. Je ne vais pas te demander si tu as des sentiments pour lui, ai-je dit. Elle a semblé légèrement surprise. Parce que je pense que la vraie question est de savoir s'il te reste des sentiments pour ceci. Elle n'a pas répondu immédiatement, et le fait qu'elle n'ait pas répondu immédiatement m'en a dit beaucoup. Je ne sais pas, a-t-elle finalement dit. 2 des mots les plus durs et les plus honnêtes qu'une personne puisse dire. Je les ai appréciés même s'ils sont tombés lourdement. Moi non plus, ai-je dit. Nous sommes restés assis dans la cuisine avec cette incertitude partagée entre nous. Sans nous battre, sans pleurer, juste 2 personnes qui étaient enfin arrivées à la vérité de l'endroit où elles se trouvaient réellement au lieu de la version polie qu'elles avaient toutes 2 entretenue. Que as-tu ressenti quand tu es sorti hier soir, a-t-elle demandé. Rien, au début, ai-je dit. Elle a tressailli. Pas de manière dramatique, juste un petit mouvement, comme si quelque chose avait touché une ecchymose. C'est la partie qui m'a le plus dérangé, ai-je continué. Pas ce que tu as tapé. Pas Tyler. Le fait que le soulagement ait été mon premier vrai sentiment parce que cela signifiait que tu retenais quelque chose depuis longtemps. Oui. Elle a hoché la tête lentement. J'ai ressenti de la panique, a-t-elle dit. Quand j'ai vu la notification, ton nom sur mon commentaire. J'ai paniqué. Quel genre de panique? Le genre où tu réalises que quelque chose que tu faisais dans l'obscurité vient de se produire dans la lumière? Elle a fait une pause, et puis j'ai ressenti autre chose. Quoi? De la honte, a-t-elle dit. Une vraie honte. Pas le genre où tu es gêné de te faire prendre, le genre où tu sais que ce que tu as fait était mal, peu importe que quelqu'un regarde ou non. Je l'ai cru. C'est ce qui caractérise Léa. Ses défauts étaient réels, mais sa conscience d'elle-même l'était tout autant. Cela avait toujours été l'une des choses qui m'avait fait l'aimer. Le problème était qu'une conscience de soi sans action n'est qu'une blessure très bien articulée. Vous pouvez décrire parfaitement vos dommages et ne toujours pas faire le travail pour y remédier. Nous avons parlé pendant encore 2 heures, nous ne nous sommes pas disputés, nous avons parlé de la façon dont nous aurions probablement dû parler depuis 4 mois. Elle m'en a dit plus sur ses conversations avec Tyler, pas pour les justifier, mais parce que je l'avais demandé, et parce qu'elle semblait comprendre que l'honnêteté partielle n'était pas vraiment de l'honnêteté du tout. Elle m'a dit que vers le 7e mois de notre relation, elle avait commencé à avoir l'impression que nous fonctionnions sur pilote automatique, que la chaleur était toujours là techniquement, mais qu'elle était devenue une routine au lieu d'être choisie. Elle a dit qu'elle aurait dû me dire cela au lieu de se tourner de côté vers quelqu'un d'autre. Je lui ai parlé des choses que j'avais ravalées. Le message dans le taxi, les fois où j'avais remarqué que son téléphone était incliné loin de moi, le recalibrage progressif de mes propres besoins vers le bas, comme si on tournait un cadran si lentement qu'on ne remarque pas que la pièce se refroidit. Elle a écouté. Elle n'a pas interrompu. Et quand j'ai eu fini, elle a dit, « Je ne savais pas que tu ressentais tout cela. Je ne te l'ai pas dit. » Pourquoi pas? Parce que tu as clairement indiqué que je rendais les choses plus petites qu'elles ne l'étaient, ai-je dit.
Et j'ai pris cela pour signifier que mes sentiments étaient trop grands pour cet espace. Elle a fermé les yeux. Les a ouverts. Je déteste t'avoir fait ressentir cela. Je sais que je ne le pensais pas de la façon dont tu l'as entendu. Que voulais-tu dire? Elle y a réfléchi attentivement. Je voulais dire que tu étais trop prompt à concéder, trop prompt à accepter ma version des choses. Je ne rejetais pas tes sentiments. J'étais frustré que tu ne te battes pas pour eux. Elle a expiré. Mais je peux comprendre comment cela aurait pu sonner comme la même chose. Cela sonnait effectivement comme la même chose. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Et j'étais sincère quand j'ai dit « je te crois ». Au moment où nous avions fini de parler, la matinée s'était transformée en début d'après-midi. La lumière entrait par la fenêtre de la cuisine et frappait la table entre nous, et à un moment donné, nous avions tous les deux rempli à nouveau nos tasses sans que l'un ou l'autre ne le suggère. Nous nous étions juste déplacés vers la bouilloire et revenus comme si c'était quelque chose que nous savions encore faire ensemble. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table. Elle avait l'air fatiguée. Je devais probablement avoir la même apparence. Je ne pense pas que nous soyons dans une bonne passe, ai-je dit. Non, a-t-elle convenu. Je ne pense pas que la nuit dernière était juste un mauvais moment. Non. Je pense que nous ne sommes pas dans une bonne passe depuis un moment, et nous avons tous les deux eu trop peur de l'admettre. Elle a regardé la table. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? C'était la première fois que je posais cette question sincèrement, pas de manière rhétorique, pas comme ouverture à une conclusion déjà décidée, mais en ne sachant vraiment pas quelle devait être la réponse parce que j'avais encore des sentiments pour elle. Ils n'avaient pas disparu. Ils étaient compliqués, meurtris et mélangés à d'autres choses, mais ils n'avaient pas disparu. Et je pense qu'une partie de moi, la partie qui était sur ce banc dans le froid d'octobre la nuit précédente, espérait que cette conversation, celle que nous repoussions depuis des mois, pourrait être le début de quelque chose de plus honnête, quelque chose de plus vrai que ce que nous faisions. Elle a levé les yeux vers moi. « Je ne veux pas te perdre », a-t-elle dit. « Tu étais plutôt désinvolte à ce sujet la nuit dernière, ai-je dit. C'est sorti plus bas que je ne le voulais, mais ça a fait mouche. » Elle ne l'a pas dévié. « Je sais », a-t-elle dit, et je ne peux pas défaire ça. Le commentaire, les conversations avec Tyler, la façon dont je t'ai fait sentir que tu étais un bruit de fond. Sa voix était assurée, mais quelque chose en elle s'effilochait sur les bords. Je ne peux rien défaire de tout ça. Non, ai-je dit. Mais je peux arrêter. Elle m'a regardé. Je peux arrêter d'avoir ces conversations avec Tyler. Je peux arrêter de faire défiler sa vie pendant que tu es assis à côté de moi. Je peux arrêter de traiter ton silence comme une permission. Si tu me laisses essayer. C'est la partie où je pourrais vous dire que j'ai pris une décision nette et certaine dans un sens ou dans l'autre. Que je l'ai regardé de l'autre côté de cette table de cuisine et que j'ai soit dit, oui, essayons, soit que je me suis levé et que j'ai dit, je pense que c'est fini. Mais la vérité humaine réelle, c'est que ce n'était pas net. C'était désordonné et incertain et ça se situait quelque part entre les deux. Ce que j'ai dit, c'est, je ne suis pas prêt à retourner à ce que nous étions. Elle a hoché la tête. Je ne te le demande pas, a-t-elle dit. Quoi qu'il arrive ensuite, que ce soit ensemble ou non, cela doit être différent de ceci. Je sais que j'ai fini d'être un meuble. Celle-là lui a coupé le souffle. Tu n'étais jamais censé être un meuble, a-t-elle dit doucement. J'ai mal géré les choses. Moi aussi, ai-je dit. Rester silencieux n'était pas noble. C'était de l'évitement. J'avais peur de ta réaction, alors j'ai absorbé les choses au lieu de les aborder. Nous avons tous les deux fait des choses de travers. Oui, a-t-elle dit. Nous l'avons fait. J'ai regardé mes mains sur la table, puis je les regardais. Je vais avoir besoin de temps, ai-je dit. Pas nécessairement du temps éloigné, mais du temps pour comprendre ce que je ressens vraiment à propos de tout cela, en dehors de cette cuisine, en dehors de cette conversation. D'accord, a-t-elle dit. Et je vais avoir besoin que tu coupes réellement tout contact avec Tyler. C'est déjà fait, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Ce matin, a-t-elle dit. Je lui ai envoyé un message ce matin pour lui dire que nous devions arrêter de parler, que j'avais été inapproprié, et que j'étais désolé. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il comprenait. J'ai hoché la tête. Je la croyais à nouveau, ce qui était déjà quelque chose.
Les 2 semaines suivantes ont été étranges. Ni froides, ni chaleureuses, juste d'une honnêteté prudente et consciente d'elle-même. Nous dînions et nous parlions vraiment. Pas de logistique, pas de savoir à qui le tour de s'occuper de quelle course, mais de choses, de vraies choses, comment chacun de nous allait, ce à quoi nous pensions. Elle a arrêté de garder l'écran de son téléphone incliné loin de moi. J'ai arrêté de plier mes sentiments avant qu'ils ne puissent prendre de la place. Il y a eu des nuits difficiles. Un jeudi où nous sommes restés presque en silence pendant 1 heure parce que nous avions entamé une conversation qui s'était trop approchée de quelque chose à vif et qu'aucun de nous n'avait su comment la gérer. Un dimanche matin où elle a pleuré sous la douche, et je pouvais l'entendre, et je suis resté un instant devant la porte de la salle de bain, ne sachant pas si je devais frapper. J'ai frappé. Elle a ouvert. Nous nous sommes assis ensemble sur le sol de la salle de bain pendant environ 20 minutes, sans dire grand-chose. C'était différent de ce que nous avions été. C'étaient 2 personnes réellement dans le même espace. Environ 3 semaines après cette nuit-là, nous avons eu une autre vraie conversation, celle qui n'avait pas encore eu lieu. Elle est rentrée du travail, j'étais déjà là, et nous avons préparé le dîner ensemble, ce que nous faisions tout le temps et que nous avions arrêté sans qu'aucun de nous ne s'en aperçoive. Et après le dîner, nous sommes allés sur le canapé, et elle s'est assise plus près de son côté, et je me suis assis plus près du mien. Et puis elle a délibérément comblé l'écart, s'est déplacée, s'est assise près de moi, comme un choix. Je l'ai regardée, elle m'a regardé. Je veux être ici, a-t-elle dit. Dans ceci, avec toi, même si c'est plus difficile que ça ne l'a été, surtout à cause de ça. Pourquoi? Elle y a réfléchi. Parce que la version facile de nous n'était pas réelle, a-t-elle dit. Elle était confortable et silencieuse, et elle nous permettait à tous les 2 d'éviter les choses. Et confortable et silencieux n'est pas la même chose que bien. Je savais que c'était vrai. Ce que je veux, a-t-elle continué, c'est la version où nous sommes réellement ici, où tu le dis quand quelque chose te dérange, où je ne peux pas simplement supposer que ton silence signifie que tout va bien. Où je ne cherche pas ailleurs ce que je pourrais trouver ici. C'est beaucoup de choses à changer, ai-je dit. Oui. Tu penses que nous pouvons vraiment le faire? Elle n'a pas répondu trop vite. Elle y a vraiment réfléchi. Je pense que nous pouvons essayer honnêtement, a-t-elle dit. Et je pense qu'essayer honnêtement est plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Elle avait raison sur ce point. Quoi qu'il y ait d'autre de compliqué entre nous, elle avait raison sur ce point. Je veux être clair sur quelque chose. Ce n'est pas une histoire avec un joli ruban dessus. Nous n'avons pas tout résolu en une conversation, ni 2, ni en 3 semaines de dîner prudent et de silence honnête. Nous sommes allés en thérapie de couple, ce qui était inconfortable, éclairant et nécessaire. Nous avons eu des séances où j'ai dit à voix haute des choses que je ne m'étais même pas complètement autorisé à penser auparavant, et elle a fait de même. Et nous avons fait face aux vérités de l'autre d'une manière qui était parfois d'un inconfort presque insupportable. Nous avons appris, avec l'aide de quelqu'un, que ce que nous avions construit en 14 mois était réel, mais que nous avions aussi développé des schémas qui le vidaient lentement de sa substance, et qu'ignorer ces schémas n'était pas la même chose que de ne pas les avoir. J'ai dit à voix haute, dans une pièce en présence d'une tierce personne, que j'avais passé des mois à me faire plus petit parce que j'avais peur d'être de trop. Léa a dit à voix haute qu'elle s'était tournée de côté vers une ancienne connexion, pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce que je m'étais rendu si facile à tenir pour acquis qu'elle avait commencé à le faire. Ce n'était pas beau à voir, mais c'était vrai. Et la vérité, même la vérité inconfortable, vous donne quelque chose avec quoi travailler réellement. Tyler n'est jamais devenu un personnage récurrent dans cette histoire. Il lui a envoyé un message environ 2 mois après qu'elle ait coupé le contact, un bref message final, et elle me l'a montré sans que je le demande. Pas de manière théâtrale, pas comme un geste destiné à prouver quelque chose, juste ouvertement. Naturellement, la façon dont vous montrez quelque chose à quelqu'un quand vous avez cessé d'avoir 2 vies séparées au sein d'une même relation. Il a dit qu'il espérait qu'elle allait bien. Elle a répondu par quelque chose de court, gentil et définitif. Je l'ai regardé l'envoyer. Je n'ai pas ressenti le besoin de dire quoi que ce soit à ce sujet. C'était un progrès. Un vrai progrès, pas l'absence de difficultés, la présence d'une confiance soigneusement reconstruite. 6 mois après cette nuit d'octobre, nous sommes toujours ensemble. Pas comme nous l'étions, d'une manière plus difficile et plus délibérée. De cette manière où nous devons le choisir régulièrement au lieu de nous laisser porter.
Certaines nuits sont complètement ordinaires. Le dîner, la télévision, le silence confortable particulier de deux personnes qui se connaissent bien. Et la banalité semble mériter maintenant, au lieu d'être simplement par défaut. Certaines nuits, nous devons encore y travailler. Nous devons nous arrêter, recommencer, nous regarder et dire, d'accord, que se passe-t-il vraiment ici? Je ne suis plus tout petit sur ce canapé. J'y suis pleinement. Et quand quelque chose ne me convient pas, je le dis. Pas avec colère, pas de manière théâtrale, juste clairement, comme j'aurais dû le faire depuis le début. Léa est différente, elle aussi. Plus présente, moins ailleurs alors qu'elle est juste ici. Nous ne sommes pas une chose fixe. Nous sommes une chose en cours. Et la différence entre les deux, c'est qu'une chose fixe reste immobile et se détériore silencieusement, et qu'une chose en cours avance. Parfois maladroitement, parfois avec incertitude, mais elle avance. Il y a quelques semaines, nous étions sur le canapé. Le même canapé, la même position que nous avions toujours occupée, sauf que ce n'est plus le cas, car il n'y a plus d'écart maintenant. Elle était sur son téléphone. Je lisais. Elle a tourné son écran vers moi et m'a montré quelque chose. Une photo que quelqu'un avait publiée d'un restaurant que nous voulions essayer. « Tu veux y aller samedi ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. « Allons-y samedi. » Simple, ordinaire. Elle a recommencé à faire défiler son écran. J'ai recommencé à lire, mais j'ai remarqué quelque chose. Je n'écoutais pas le bruit de sa frappe. Je ne traquais pas l'angle de son écran. Je ne me faisais pas tout petit pour pouvoir tolérer silencieusement quelque chose que je ne comprenais pas. Je lisais, tout simplement. Elle était juste là. Nous n'étions que deux personnes sur un canapé par une soirée tranquille. Et cela ne ressemblait pas à un meuble. Cela ressemblait à de la présence. Cela ressemblait à quelque chose de choisi. J'ai beaucoup pensé à ce moment. Le moment initial, celui qui a tout déclenché, le commentaire, le j'aime, la sortie silencieuse. Les gens m'ont demandé, quand j'ai raconté cette histoire à quelques amis proches, pourquoi je n'avais pas simplement dit quelque chose, pourquoi je ne m'étais pas penché pour lui demander ce que signifiait ce commentaire. Pourquoi j'avais choisi la promenade silencieuse au lieu de la conversation directe. Et la réponse honnête est que je n'étais pas prêt. Pas prêt pour sa réponse. Pas prêt pour mes propres sentiments. Pas prêt à avoir la version de cette conversation qui aurait eu lieu à ce moment-là. Réactive, chargée, incomplète. La promenade m'a donné quelque chose dont j'avais plus besoin qu'une confrontation. Elle m'a donné un moment pour connaître mon propre esprit, pour ressentir ce que je ressentais vraiment sans la pression de simuler un sentiment devant elle, sans le rétrécissement automatique. Le j'aime sur son commentaire, cet acte petit, précis et délibéré, était la chose la plus claire que j'ai faite depuis des mois. Cela disait, je suis là. Je te vois. Je remarque les choses, et j'ai fini de faire semblant que ce n'est pas le cas. S'il y a une chose que je voudrais transmettre à quiconque est assis sur un canapé en ce moment et se sent comme un meuble, ce serait ceci. Le silence que vous gardez ne protège rien. Ce n'est pas être patient, mature ou émotionnellement sophistiqué. C'est apprendre lentement à la personne à côté de vous que vous ne prenez pas de place. Et les gens, nous tous, même ceux qui devraient être plus avisés, prendront l'espace que vous leur offrez, pas par cruauté, mais par habitude. Vous méritez de prendre de la place. Vous méritez d'être pleinement présent dans votre propre relation. Vous méritez de dire la chose à voix haute au lieu de l'aimer silencieusement et de partir. Et si la personne avec qui vous êtes ne fait pas de place pour cela, ne veut pas la version de vous qui se présente réellement, qui dit des choses et ressent des choses à voix haute, alors c'est une information importante. Le genre dont vous avez besoin pour faire réellement un choix au lieu de disparaître lentement. Une dernière chose, la nuit où tout a commencé, assis sur ce banc dans le froid d'octobre, avec des chaussures à moitié lacées et une veste dézippée, et la ville qui défilait sans se soucier de rien de tout cela. Je n'étais pas brisé. Je sais qu'on dirait que j'aurais dû l'être. Et peut-être qu'une version de moi d'il y a quelques années l'aurait été. Mais en étant assis là, respirant cet air froid, j'ai en fait ressenti quelque chose d'inattendu. Je me suis senti être moi-même, pleinement, silencieusement, pas rétréci, pas en train de simuler que tout allait bien. Juste moi sur un banc avec la vérité de ma propre situation assise à côté de moi comme un compagnon honnête. Et pour la première fois depuis des mois, cela a semblé suffisant.
Cela a ressemblé à un début. C'est toute l'histoire. En l'écoutant 2 fois. Si quelque chose a fait écho, si quelque chose ici a semblé inconfortablement familier, vous savez déjà ce qu'il faut faire.